7 milliards de voisins, on est ensemble. Tout le monde est voisin. 7 milliards de voisins, Charlie Dupiot. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Elles sont souvent considérées comme la voie royale. Elles rassurent les parents, font rêver les élèves. Mais les grandes écoles sont aussi accusées de tous les maux. Réputées trop chères, peu accessibles, elles ne seraient bonnes qu'à formater et à perpétuer une élite indéboulonnable. Alors qu'en est-il réellement ? Qu'apprend-on dans les grandes écoles ? Que se cache-t-il derrière le rêve et le prestige de ces établissements en France et ailleurs dans le monde entier ? Aujourd'hui, certaines écoles françaises auraient du mal à se financer. Comment peuvent-elles rivaliser avec les plus belles formations du monde ? Bonjour Tom Conan. Bonjour. Vous étiez étudiant anticapitaliste à HEC, prestigieuse école de commerce française. De ces années-là, vous tirez beaucoup de rancœur, mais aussi un roman satirique intitulé Le Camp. Loïc Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la conférence des grandes écoles, président du chapitre des écoles de management et directeur général de Grenoble École de Management. Et vous, les voisins, les voisines, si vous étudiez dans une grande école, où qu'elle soit, on attend vos témoignages. Comment trouvez-vous la qualité de l'enseignement dispensé ? Et puis, vous nous appelez aussi si vous avez déjà étudié dans une de ces grandes écoles. On vous attend au 33 1 84 22 71 71, 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Sur notre page Facebook, vous êtes déjà nombreux à réagir, les voisins. Victor est à Moundou, au Tchad. Il nous écrit « Beaucoup d'étudiants rêvent de faire leurs études dans les grandes écoles ici, mais l'entrée est difficile. En fait, ce n'est pas le mérite ou les notes qui te permettent d'y accéder, mais l'argent. » On a également le message de Moussa à Dakar. « Les grandes écoles ne sont pas faites pour les pauvres. Pour y accéder, il faut être riche. » Brej est à Brazzaville. Il nous écrit « Il y a peu de grandes écoles en Afrique. Nous avons surtout des écoles publiques qui, parfois, permettent d'avoir un diplôme valorisé à l'international. » Je vous lis également le message de Malik à Ouagadougou, au Burkina Faso. « Je n'ai pas eu la chance de faire une grande école parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Je pense sincèrement que quoi qu'on dise, la formation dans les grandes écoles est bien plus efficace. Les effectifs sont moindres, contrairement aux universités publiques. Les grandes écoles offrent aussi des opportunités d'embauche aux étudiants qui peuvent faire des stages en entreprise. » Et puis, Diaby nous écrit depuis Bamako. « Nous, les jeunes Africains francophones, nous savons qu'avec cette formation dans des grandes écoles françaises, nous pourrions facilement accéder à des postes de directeur. » 7 milliards de voisins, c'est maintenant. Loïc Roche, avant toute chose, comment peut-on définir une grande école ? Alors en France, il y a ce qui contribue à l'enseignement supérieur, à la recherche. Il y a deux pans. Il y a les universités et puis il y a les grandes écoles. Et il y a 220 grandes écoles en France qui sont regroupées au sein de la conférence des grandes écoles. Vous avez 150 écoles d'ingénieurs, vous avez 35 écoles de management, vous avez les écoles d'architecture, vous avez les normales sup, vous avez également des écoles comme l'ENA. Alors, une grande école, comment elle se définit ? Il y a la formation qui va être dite d'excellence, naturellement, mais là, on va pas très loin, puisque chacun pourrait s'en revendiquer en quelque sorte. Il faut que les diplômes soient reconnus par l'État. Là aussi, c'est une deuxième chose. Ce sont des écoles qui, normalement, au moins pour les écoles de management, on va travailler sur le fait elles sont responsables d'une autonomie de moyens, en quelque sorte. C'est elles qui décident, c'est elles qui doivent trouver leur propre financement. Ce sont des écoles qui sont ouvertes à l'international, qui ne sont pas seulement pour les étudiants français, mais pour l'ensemble des étudiants à l'étranger. Ce sont des écoles qui font de la recherche. Et puis, ce sont des écoles qui sont, on va dire, régulièrement challengées et classées au niveau mondial. Il y a aussi des grandes écoles dans d'autres pays francophones. On peut citer HECI Casablanca au Maroc, à Dakar, la BEM Dakar, la Bordeaux École de Management, ou Subdeco, toujours à Dakar. Tom Conan, vous êtes passé par une de ces grandes écoles en France, HEC, rebaptisée dans votre roman HIC pour Hautes imbécilités capitalistes. Le ton est donné. Qu'est-ce qui vous a déplu pendant vos années d'études ? Alors, je ne sais pas si je suis anticapitaliste, comme vous m'avez présenté, je n'irai pas forcément jusque-là. Je pense qu'il y a un système, on ne peut pas être à l'extérieur du système. Donc, à partir du moment où le monde est capitaliste, on l'est tous nécessairement, qu'on soit pour ou contre. Néanmoins, qu'est-ce qui nous amène dans ce type d'école ? Je pense que c'est vraiment, de toute façon, l'héritage
d'une tradition française où lorsqu'on a des bonnes notes au lycée, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a un peu un habitus bourdieusien. On doit se diriger vers les formations considérées comme les plus prestigieuses. Et là, il n'y a pas 50 choix, c'est prépa, droit ou médecine. À un moment donné, les possibilités sont pas forcément légion. Et dans mon cas, c'est un peu l'exemple de ma sœur aussi qui avait un petit peu donné l'exemple, qui était un peu la première dans la famille à avoir fait une grande école, qui a fait Sciences Po, et du coup ça donne après un petit peu des ailes au suivant, et on se donne on trouve les ressources pour intégrer des écoles de ce type là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte d'automatisme très spécifiquement français, consistant à lorgner immédiatement sur les grandes écoles dès qu'on a un profil plutôt bon au lycée ou avant, les universités étant sauf droit et médecine, pour des raisons qui tiennent au fait qu'il n'y a pas de grandes écoles en droit et en médecine. C'est uniquement pour ça, sinon il y aurait, ça fait longtemps que personne ne ferait du droit et de la médecine à la fac. Donc c'est un phénomène de ce type-là. Et donc c'est un peu problématique parce que ça enlève un petit peu une forme de questionnement à mon avis au début, et beaucoup de gens, moi c'était mon cas, et justement après ça crée un certain nombre de problèmes, intègrent des écoles, font des prépas, intègrent des écoles, etc. Et après se demandent à 19, 20 ans, 21 ans, quand on est dans l'école et quand on commence à faire des stages, etc., qu'est-ce qu'on fait là, et donc le problème c'est pas forcément l'école en elle-même, c'est en fait il y a plein de gens qui se retrouvent là pour des raisons plus ou moins bonnes, et souvent c'est le hasard ou encore une fois l'encouragement des parents et le fait un réflexe de survie, en particulier dans le monde dans la situation d'aujourd'hui où on veut s'assurer une situation sociale, etc. Et donc après il y a un questionnement existentiel radical qui se fait pas exactement à l'adolescence mais plutôt à cet âge-là, qui arrive donc lorsqu'on arrive dans l'école. Après il y a deux profils. Il y a des gens qui surinvestissent l'argent qu'ils dépensent lorsqu'il s'agit d'une école payante, et donc qui vont intégrer toutes les assos, qui vont presque se tatouer HEC ou je sais pas quoi sur la poitrine de manière parfois très ridicule, en faisant le club voile, le club je sais pas quoi, aller planter je ne sais quoi dans tel pays, et ensuite il y a une autre catégorie qui eux sont plutôt dans une sorte de pas forcément de révolte mais de distanciation par rapport à l'école elle-même, et là ça peut créer des dépressions. Alors Tom Conan, on a un voisin qui nous appelle, Abdel, qui est à Clichy, qui a, je crois, des questions pour vous. Bonjour Abdel. Bonjour. On vous écoute. Alors, moi j'ai quelques petites questions à poser à monsieur. J'ai lu le livre et j'ai quelques questions dans le sens où, à savoir pourquoi ce dénigrement systématique du système actuel, et comprendre aussi le lien qu'il a systématiquement avec le sexe et le rapport entre les deux. Avec le sexe qui est effectivement très présent dans le livre. Oui. Merci Abdel pour ces questions. On vous écoute, Tom Conan. Alors en fait, là c'est vraiment le procédé littéraire que j'ai essayé parce que c'est mon premier livre, très humblement de faire. Comme c'est un livre satirique, il s'agissait donc d'exacerber très fortement donc les points négatifs, disons, problématiques que j'avais ressentis moi-même à HEC. Mais après c'est un roman, c'est pas une autobiographie, c'est pas une autofiction. Et effectivement, le personnage qui est inspiré de mon expérience, mais qui n'est pas exactement moi dans le livre, effectivement ressent, c'est un peu comme dans le film American Psycho, où en réalité c'est quelqu'un qui est, je crois, plus ou moins trader dans une banque, etc., et dont le père, je crois, est propriétaire de la banque elle-même, donc qui est vraiment complètement dans le système lui-même, sans aucune espèce de problème, et qui en profite directement, et qui va devenir un peu fou parce qu'il y a une espèce de froideur, disons de sentiment un peu de répétition, pas forcément trouver un sens particulier à ce qu'on fait, et donc lui va trouver une révolte morbide dans le fait de tuer des inconnus, etc. Et moi j'ai voulu prendre un autre cas pour montrer un peu ce désespoir, le paroxysme en fait à un moment donné du désespoir dans les situations existentielles radicales de ce type-là, surtout lorsqu'on est en plus dans un campus isolé de tout, qui est vraiment à l'autre bout des Yvelines, où il n'y a pas un café à moins de 20 minutes de marche, etc. En région parisienne, à 1h30 ou 2 heures en transport. D'ailleurs, vous parlez de Paris. camp. Et donc c'est un camp, là-dedans c'est exagéré, mais c'est qu'il y a quand même quelque chose de ce type-là, c'est quand même une atmosphère assez carcérale. Alors de fait, il n'y a pas de barrière, mais je veux dire, métaphoriquement, elles sont quand même assez présentes. Et donc le sexe pour le personnage, ça pourrait être d'autres
autre forme de révolte, encore une fois, c'est une manière un petit peu de montrer les domaines dans lesquels on va se réfugier lorsqu'on est confronté à des situations de troubles existentiels, ou la libido va être une manière de surinvestir un petit peu ce désespoir-là, et donc volontairement exagéré. Mais derrière, au-delà de HEC, parce que je pense pas que ce soit spécifique à HEC, l'idée c'est plutôt, disons, dans le monde contemporain et dans le type de métier auquel prédestinent les écoles comme HEC, on peut, disons, se retrouver, c'est une option possible de se retrouver dans ces situations-là. Mal à l'aise en fait. Voilà, mal à l'aise, et en se réfugiant un peu dans un truc un peu Welbeckien, un peu glauque, un peu noir. Vous avez également fait Sciences Po et l'ENS en parallèle. Ouais. On peut vous reprocher de cracher dans la soupe. Complètement, on m'a déjà reproché ça, et c'est un très bon argument que je ne balaye pas d'un revers. C'est très juste, c'est-à-dire c'est même complètement honteux en réalité, d'une certaine façon. Il y a plein de gens qui seraient très contents d'avoir fait ne serait-ce qu'une de ces écoles, et qui ont forcément eu la chance d'avoir les ressources ou les parents, etc. Donc je vais vraiment pas du tout cracher dans la soupe, mais il y a quand même un vrai problème sur l'endoctrinement. Encore une fois, c'est pas un endoctrinement volontaire, c'est pas un directeur qui arrive et qui va endoctriner ses élèves. Je suis sûr que Monsieur Roche, par exemple, ici, n'endoctrine personne à Grenoble. Un endoctrinement par l'enseignement dispensé. Un endoctrinement par l'enseignement, c'est incontestable. Et ensuite, le problème, je pense des écoles de commerce, mais Sciences Po c'est un peu ça aussi, mais les écoles de commerce, le problème c'est que c'est des écoles qui sont pragmatique, puisqu'elle forme au métier actuel dans l'entreprise, donc elle s'adapte, etc. C'est un peu les écoles d'un monde qui change, pour reprendre les slogans bancaires. Mais le problème, c'est que ce monde est changeant, précisément, mais en réalité, les questionnements fondamentaux, à mon avis, surtout quand on a 20 ans, 21 ans, 22 ans, etc., sont toujours les mêmes, en réalité. Et je pense que ce type d'environnement ne permet pas vraiment de se projeter dans une vie, dans une trajectoire de vie. Et je pense derrière il y a toujours en fait ce que l'école de commerce, à mon avis, ce dont l'école de commerce fait fi, c'est le questionnement sur ce qu'on veut vraiment faire de sa vie, la question de le vrai sens qu'on veut donner à un engagement dans la société, ou même un engagement purement personnel. Et d'ailleurs, de nombreux jeunes diplômés changent de voie. Voilà, exactement. Après. Et c'est très frappant de voir à quel point, pas seulement des gens qui après le bouquin m'ont contacté pour me dire c'est vrai, aucun par exemple m'ont dit c'est n'importe quoi. Non, tous m'ont dit, enfin pour ceux qui m'ont contacté en tout cas, m'ont dit que c'était vrai à différents degrés. Je veux dire, personne m'a dit que c'était une analyse complètement. Donc il y a vraiment un vrai malaise, qui est peut-être un truc un peu générationnel aussi, c'est possible, peut-être plus quelque chose de plus récent. Et surtout, ce qui m'avait amusé, c'est de voir à quel point, en allant à la cantine, en rentrant dans le RER pour aller à Versailles-Chantier ou à Messy-Palaiseau, dans des gares les plus folkloriques d'Île-de-France, pour rentrer ensuite à Paris après 4 changements. Donc on a eu l'occasion de discuter avec plein de gens, et on voit en fait que tout le monde font après, plein de gens font des doubles diplômes, etc. Pour les écoles comme HEC ou plein d'autres écoles de commerce, j'imagine que Grenoble c'est le cas aussi, développent beaucoup de formations de ce type, parce qu'en fait il y a un vrai problème. Donc on va faire après des maths parce que les gens aiment les sciences, donc les sciences quelque chose d'un peu plus fort peut-être comme type dans ce à quoi ça fait appel peut-être dans la personnalité de quelqu'un, qui vont après faire Sciences Po pour après se diriger vers la fonction publique, ça. Mais les écoles de commerce en elles-mêmes, je pense, sont des coquilles vides, c'est des contenants sans contenu. Donc très utile, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais un cours par exemple d'une écrivain qui faisait une académie d'écriture à HEC, et qui avait elle-même fait l'ESSEC, donc elle n'était absolument pas ni anticapitaliste ni anti-grandes écoles. Elle me disait d'ailleurs Tom, ne quitte pas HEC, ce serait complètement débile, et elle avait raison. Mais elle me dit, à un moment donné, elle a regardé à travers un hublot d'une porte d'un cours, et il y avait quelqu'un qui enseignait un cours peut-être de contrôle de gestion ou de marketing, je sais pas quoi, sur comment savoir asseoir une région. Et elle m'a regardé, elle me dit en même temps, c'est quoi asseoir une région? Alors, évidemment, on imagine ce que c'est, mais voilà, c'est le type de problématiques qui sont problématiques. Même le droit, c'est pas du droit, c'est de la gestion fiscale. Il n'y a pas d'économie, c'est de la gestion de portefeuille. Je prends l'exemple d'HEC, peut-être qu'à Grenoble, c'est très différent. Peut-être qu'il y a des cours sur Aristote à Grenoble. Mais voilà, donc il y a beaucoup de jargon, et surtout, c'est pas seulement le jargon, c'est un jargon qui est utile. Je suis pas du tout en train de dire que c'est inutile, mais c'est un jargon qui est désespérant, en fait. Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 pour nous raconter vos expériences en tant qu'étudiant, si jamais vous avez eu la chance d'intégrer une grande école. Comment vous réagissez, Loïc Roche, à ce qu'on vient d'entendre? Déjà par rapport à ce que j'ai entendu, et enfin, s'il y a une vérité, c'est celui qui éprouve.
Ça, c'est Bachelard. Et donc, effectivement, la vérité, ce sont les étudiants, puisque nous, on ne fait que éventuellement dire les choses. Il n'empêche que les grandes écoles évoluent. Et elles évoluent plutôt dans le bon sens. Alors, on pourra toujours dire, c'est pas assez vite. Et aujourd'hui, ce qui se joue dans les grandes écoles, c'est notamment cette évolution de business school à school for business, mais for society. C'est-à-dire qu'en bout de chaîne, le client, c'est plus l'étudiant, le client, c'est plus seulement l'entreprise, mais c'est la société. Et en fait, l'ambition la plus haute aujourd'hui des grandes écoles, c'est peut-être maladroitement, mais en fait, quand on travaille pour améliorer les choses, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour contribuer à améliorer le bien-être des hommes et des femmes. Ce qui fait que, alors je parle peut-être plus de GEM, naturellement Grenoble École de Management, mais je pourrais aussi parler de l'ensemble des grandes écoles que j'ai la chance de présider actuellement. Il y a tout un tas de recherches sur les liens notamment entre le bien-être et puis la performance. Des recherches sur la paix économique. Et puis je pourrais parler d'autres choses encore. Donc on est en train effectivement d'évoluer, même si effectivement on a parfaitement conscience qu'à un moment donné, et les grandes écoles d'ailleurs elles ont failli, très clairement, puisque qui dans les grandes écoles a su voir et même anticiper la crise ? Réponse, personne. Mais je crois qu'il est fini le temps du stimulus-réponse où l'on formait des étudiants qui nécessairement demain allaient rencontrer un problème et donc fallait sortir la bonne théorie. Aujourd'hui, il nous faut beaucoup de modestie, être extrêmement humble et on forme plutôt des étudiants dont on sait qu'ils vont devoir inventer le monde de demain. Et donc ça nous met un petit peu en position de retrait. Davantage les former à inventer, Michel Serres dirait à désobéir, Boris Vian dirait à jeter ses jouets, etc. pour demain effectivement pouvoir penser autrement et finalement contribuer à ce que seront aussi, parce que ça fait partie de la société, les grandes écoles. Il faut que les grandes écoles se réinventent. 7 milliards de voisins, on est ensemble. 7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez pour un sujet éducation, comme chaque vendredi, au cœur des grandes écoles. En France, leurs diplômes ouvrent les portes du pouvoir économique et politique. Elles sont comme des sésames pour un destin dont beaucoup rêvent. Alors pourquoi ces écoles concentrent-elles autant de critiques aujourd'hui ? Quels défis les attendent, elles qui se doivent d'incarner l'excellence à l'international ? Et quelle est la réalité de l'emploi pour les étudiants qui ont eu la chance d'intégrer ces forteresses impénétrables ? Avec nous, pour en parler, Loïc Roche, vice-président de la Conférence des grandes écoles, président du chapitre des écoles de management et directeur général de Grenoble École de Management, et Tom Conan, ancien étudiant au sein de la prestigieuse école de commerce française HEC, école qui lui a inspiré le roman satirique intitulé Le Camp, où quand HEC rime avec sexe, capitalisme effréné, drogues et autres dérives. Quand on parle des grandes écoles en France, on pense donc tout de suite à HEC, à Polytechnique, à l'ENA aussi, un nid d'hommes et de femmes politiques. Il existe aussi des grandes écoles d'architecture, accessibles directement après le bac, pas besoin donc de prépa pour intégrer ces formations publiques, mais il existe un concours très sélectif avec une centaine de places dans chaque école pour des milliers de candidats. Les heureux élus enchaînent sur 5 ans de travail acharné. Sixtine Lys s'est invitée, micro à la main, dans une colocation d'étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville à Paris pour discuter de leur parcours, de leurs ambitions et surtout de leur école. Loïc Roche, comment vous réagissez à l'écoute de ce reportage sur une grande école d'architecture à Paris ? Je crois que ça reboucle ce qu'on a déjà vu avec effectivement 2 témoignages précédents, dont la personne de Yaoundé. C'est-à-dire, on pourrait presque dire comment passer finalement des études d'architecture à être architecte de sa vie. Et derrière se pose la question du désir. C'est-à-dire qu'effectivement, à 20 ans, à 22 ans, c'est très difficile d'identifier ce qu'on veut faire de sa vie. Et que parfois, effectivement, on va occulter cette partie-là pour se réfugier. Alors, on avait l'auditeur qui disait dans la fonction publique ou autre. Je crois que réussir à identifier ce qu'on veut faire de sa vie, c'est absolument fondamental. Et il faut réussir à trouver qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on a à dire au monde, en quoi finalement ce qu'on va faire dans son métier, dans son activité, dans la création d'entreprise, pourquoi pas, on va participer au monde commun. Simplement, nous sommes assez inégaux par rapport à ça. Certains sont tombés dans la pression magique du désir quand ils étaient petits, déjà tout petits, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, et puis d'autres c'est beaucoup plus tard, mais le grand drame. Et puis certains surtout veulent faire une grande école aussi. Non. Avant de se poser la question de l'orientation professionnelle. Ça c'est autre chose. C'est plutôt parce que je sais pas trop quoi faire et comme ça a été dit très justement parce que je suis plutôt brillant, je vais plutôt faire une grande école. Et c'est pas idiot du tout parce que comme on le dit communément, alors certes il y a un certain prix mais j'y reviendrai. Ça ouvre toutes les portes, en tout cas ça n'enferme pas beaucoup. Donc c'est plutôt pas mal. Et le jour où je saurai vraiment ce que je veux faire, alors à ce moment-là j'aurai les outils et peut-être que c'est même un marchepied pour réussir les choses. Juste sur la question du coût. Bien sûr que les grandes écoles coûtent cher, mais le coût moyen d'un étudiant dans une grande école de management est inférieur au coût moyen d'un étudiant pour l'État à l'université. Quand on dit, et c'est scandaleux de dire ça, que l'université c'est gratuit, c'est dégueulasse, gratuit, ce n'est pas vrai. En fait. Ça coûte 11 000, 14 000, 15 000, 16 000 euros pour l'État
par étudiant. Une année dans une école de commerce réputée coûte près de 12 000 € par an. Oui, mais ce sont deux modèles différents. Donc il faut à un moment donné aussi trouver les financements. En revanche, et ça a été dit tout au début de l'émission, on doit beaucoup travailler pour pouvoir effectivement faire en sorte que ceux qui n'ont pas les moyens accèdent davantage. Les écoles ont progressé de façon incroyable ces dernières années. Il y a une ouverture par rapport à la diversité. Pas seulement parce que c'est bien la diversité, mais parce qu'en bout de chaîne, l'entreprise a besoin de profils différents. Et si on a besoin de profils différents à la sortie, c'est pas idiot d'en avoir à l'entrée. Sportifs de haut niveau, quartier sensible, handicapés, entrepreneurs, et on pourrait les multiplier, étudiants étrangers. Il reste encore beaucoup de progrès à faire. Il reste beaucoup de progrès, mais beaucoup de progrès ont été faits. Alors, la première année coûte très cher. Après, il y a aussi d'autres moyens. Alors d'abord, il y a les bourses. Des écoles de plus en plus se portent caution par rapport aux banques. Sinon, le gars, il peut pas, ou la fille ne peut pas emprunter. Après, vous avez des choses comme l'apprentissage. Bon, il y a des moyens de faire, et c'est vrai que l'objectif pour les grandes écoles, ce serait de faire que nul ne puisse accéder à la grande école s'il n'avait pas des... Enfin, il faut absolument que tout le monde puisse. Mais c'est vrai aussi pour l'université. Ce que j'aimerais qu'un gouvernement fasse et s'engage, c'est que tout étudiant qui a un désir puisse accéder, je n'ai pas dit réussir nécessairement, ça c'est autre chose, dans la filière qui pourra effectivement le conduire au métier de ses rêves. Mais les grandes écoles sont sélectives par définition. Oui, elles sont sélectives. Peut-être qu'elles sont sélectives, mais au moins la sélectivité, ça veut dire que on doit travailler davantage sans doute sur l'équité, faire en sorte que tout le monde ait des chances de réussir. On doit mettre en place au niveau de l'État, au niveau des ministères, enfin bref, les conditions de réussite. Qu'après les gens se les approprient ou pas, c'est autre chose. Mais je préfère ça au scandale qui est lorsqu'on tire au sort pour savoir si un étudiant fera telle ou telle filière à l'université. Ça, c'est un scandale parce que c'est tuer le désir des jeunes. Et une grande nation n'est pas une grande nation si on tue le désir de la jeunesse. Travaillons par contre, et c'est plus difficile, à l'équité, faire en sorte qu'effectivement, les gens, les étudiants puissent accéder aux études de leurs rêves. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. Tom Conan, dans la préface de votre roman, vous écrivez « Ça n'excite personne de faire l'X, l'ENS ou l'ENA, donc qui sont des grandes écoles. Ce qui est excitant, c'est le titre et donc la puissance qu'on en retire. » Oui, voilà, j'adhère totalement à ces propos extrêmement bien trouvés. Non, mais Qui sont les vôtres. en fait, c'est marrant. Moi, ce qu'il vient de dire M. Roche à l'instant, je trouve ça rien ne me choque. En fait, je trouve ça tout à fait intéressant. Mais c'est la même discussion finalement. J'ai l'impression que j'avais eu avec Monsieur Blanquer l'année dernière quand il dirigeait encore les SEC. C'est-à-dire que tout le débat, et c'est tout le temps comme ça en fait, tourne et je comprends, autour du recrutement, de l'accès, de l'équité. Et moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait plein de profils différents, ce qu'avait fait Descoings à Sciences Po, etc. Est-ce que tout le monde a plus ou moins repris, en tout cas dans la philosophie. À Sciences Po en ouvrant ses portes aux étudiants. Et le principe des fondations, effectivement, il y a quand même des modes de financement qui sont facilités, en tout cas. Et puis c'est vrai que après, selon le degré de prestige des écoles, c'est vrai en tout cas pour HEC, c'est vrai qu'on arrive, bim, on ouvre un compte bancaire. Je dis pas qu'on est au début le tapis rouge, mais c'est sûr que ça facilite. J'imagine pareil pour des bonnes écoles de commerce ou des instituts d'études politiques, etc. Moi, ce qui m'intéresse plus, et en fait, le débat est jamais là-dessus, c'est pas seulement l'accès, c'est le contenu. C'est ce qu'on fait, en fait. Et pour moi, le vrai problème, c'est le contenu des écoles de commerce. Le contenu des écoles de commerce, de ce que j'en ai vu, après, il peut y avoir peut-être des exceptions, etc. Toutes les écoles fonctionnent pas de la même manière. Il y en a qui font de l'apprentissage, d'autres ne font pas. Mais le contenu est pauvre. Le contenu est pauvre et on s'ennuie en école de commerce parce que, en réalité, c'est sûr, on est censé avoir vu avant les enseignements fondamentaux dans les humanités, etc. Mais à un moment donné, je sais pas, c'est pas du tout le fait d'être contre l'entrepreneuriat. Parfaitement, personne n'est contre l'entrepreneuriat. Je veux dire, écrire un livre, c'est déjà entreprendre, donc c'est complètement débile d'être contre le business ou je ne sais quoi. C'est un terme tellement vague d'ailleurs. Le business, c'est quoi? C'est des affaires. Donc bon, c'est créer quelque chose. Non, ce qui est problématique, c'est le contenu. Et je pense que celui qui crée Facebook, ce qu'on dit toujours en France, quel est le prochain qui va créer Facebook? Est-ce que ce sera un Français ou Google ou Snapchat ou Instagram? J'ai vu que vous en parliez hier. Le problème, c'est que les gens qui créent ce genre de choses, je pense qu'ils doivent pas. Enfin, c'est une formation en école de commerce, je pense, n'est pas suffisante pour arriver, disons, au questionnement suffisant et à donner l'énergie, l'envie suffisante pour créer des entreprises aussi incroyables, effectivement, que Snapchat, que Facebook, etc. Je pense que c'est pas ça. On revient en réalité à des questions beaucoup plus fondamentales qui sont presque celles sur lesquelles on s'interrogeait au lycée, en philo ou dans d'autres matières, je sais pas, en éco, en histoire géo. C'est, moi, par exemple, un philosophe qui m'a beaucoup marqué et que je suivais en parallèle dans un séminaire qu'il donnait à l'ENS puis après à
Théâtre d'Aubervilliers, c'est Alain Badiou. Il parle des procédures de vérité, il a eu tout un séminaire là-dessus sur l'immanence des vérités, l'art, la science, la politique et l'amour. C'est un truc qui m'a énormément parlé. Je pense que d'autres gens, ça peut être Nietzsche, ça peut Que être... vous n'avez pas appris en école de commerce. Oui, non, c'est sûr. Et oui, que j'ai absolument pas appris en école de commerce et que j'ai même pas survolé de près ou de loin, même dans un prolongement quelconque. Et en l'occurrence, bon, sur l'art, la science, la politique et l'amour, on sait tout d'un délire, on va pas rentrer là-dedans. Mais c'est vrai que c'est des questionnements qui sont absolument fondamentaux dans le sens où ils permettent en fait de faire le tri. Parce que le problème d'une école de commerce ou d'une école, disons, généraliste où on fait un peu de tout, du contrôle de gestion, des RH, du droit, etc., c'est une espèce de relativisme en fait. Donc tout se vaut un peu, quoi, en fait. Et donc à un moment donné, designer une canette de coca, ce qui est absolument pas une profession vile, hein. C'est-à-dire c'est des gens très bien qui font ça et c'est sans doute très utile et ça fait appel à une vraie créativité. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil que vouloir s'engager politiquement, c'est pas pareil que vouloir, je sais pas, devenir Cédric Villani, c'est pas pareil que vouloir écrire un livre, que de vouloir, j'en sais rien, que de créer une ONG. C'est pas les mêmes types de questionnements. On peut pas mettre tout sur le même plan. Et le vrai problème aujourd'hui dans la rhétorique dominante, disons un peu social-démocrate, un peu consensuel, qui est pas une question de droite-gauche pour le coup, un social-démocrate au sens très large, c'est ça, c'est de croire qu'effectivement on puisse devenir comme notre président actuel, devenir milliardaire. Projet complètement débile. C'est quoi devenir milliardaire? On n'a rien à faire devenir milliardaire. On peut dire vouloir devenir par exemple, écrivain, par exemple, ou quelque chose, et là vouloir vendre plein de bouquins, et on est content parce qu'on voulait faire écrivain et on gagne de l'argent. Très bien. Je vais pas vous dire c'est très bien de gagner de l'argent, mais vous voyez, c'est l'objectif de devenir milliardaire, c'est comme si on mettait la charrue avant les bœufs. C'est complètement débile comme vous, idée. Après HEC, ou peut-être grâce à HEC, vous êtes devenu écrivain. Écrivain, j'en sais rien. Donc, j'ai écrit un livre. Vous avez pas écrit prétention un d'être écrivain. Loïc Roche, vous voulez réagir? Oui, parce que moi aussi, je ne peux qu'être d'accord par rapport à ces propos, mais non pas pour défendre les grandes écoles, mais encore une fois, elles évoluent, sans doute pas assez vite, mais elles évoluent. On est beaucoup moins sur les savoirs aujourd'hui que sur les comportements. Il est plus intéressant aujourd'hui de former des étudiants qui vont être critiques, créatif, communicant, qu'effectivement l'étudiant qui saura, on va dire, ressortir telle ou telle théorie. Ça, pour moi, ça c'est complètement du passé, d'autant plus que les savoirs, ils sont obsolètes quasiment le lendemain après les avoir appris, donc la veille pour le coup. Donc les grandes écoles, elles changent par rapport à ça véritablement. Ce qui se joue derrière, et moi je prêche pour ça de par effectivement la formation aussi très certainement, c'est remettre les humanités dans les grandes écoles. C'est pas aussi facile que ça. Hein, on y travaille. On y travaille notamment, et je me suis inscrit très fermement lorsqu'à un moment donné on a dit tiens, il faut des cours d'éthique. Pour avoir des cours d'éthique, parce que le truc fondamental c'était Enron. Donc Enron, un scandale qui est à la tête, un des gus, il a fait Harvard, très bien, donc mettons des cours d'éthique, stimulus, réponse. Seulement si je mets des cours d'éthique comme ça va être complètement simplement parler à la tête, et le mec il aura effectivement 20 sur 20, ça n'empêchera pas effectivement qu'il fasse autre chose après. Et je suis entièrement d'accord, si on passe pas effectivement, alors vous avez cité des gens comme Aristote qui ont dit des choses intéressantes sur l'éthique, vous avez Spinoza, vous avez Kant, vous avez d'autres gens, etc. Et ça c'est absolument fondamental. Mais encore une fois, on y va par petites touches. On met des cours, des enseignements de géopolitique, et effectivement, penser le monde, c'est la porte ouverte à quelque chose de plus important encore, qu'on appelle la capacité à penser l'autre, et la penser l'autre, c'est la porte effectivement à ce qui est véritablement la définition de l'éthique. On a compris, Loïc Roche, là, que Cédric dénonce le manque de pratique au sein de son école. Est-ce que c'est aussi une critique qu'on peut adresser à des grandes écoles? Oui, alors il faudra les voir dans cette école particulièrement, mais là encore, les grandes écoles sont absolument pas parfaites. Je pense simplement qu'aujourd'hui, elles font plutôt du bon boulot et que ça va plutôt dans le bon sens. Certainement que c'est trop lent, mais ça va dans le bon sens. Les grandes écoles ont été les premières finalement à comprendre, et je pourrais presque paraphraser une phrase célèbre en disant que l'enseignement est une chose trop importante pour la laisser aux seuls pédagogues et aux seuls enseignants. Les grandes écoles ont fait entrer massivement on va dire, des professionnels. Et donc, ça donne quand même quelque chose d'extrêmement fort. Les grandes écoles sont effectivement assez performantes également dans ce qu'on appelle le support à l'étudiant, c'est-à-dire l'accompagnement par rapport à l'étudiant. En revanche, et c'est vrai que ça reste encore parfois un petit peu triste, effectivement, dans des enseignements qui restent un petit peu basiques, mais il y a quand même des professeurs qui sont assez exceptionnels, qui vont transmettre quelque chose. Et en fait, c'est assez simple, c'est ce qu'on disait depuis le départ. En fait, c'est le fil rouge, à mon avis, notamment de ce qu'on raconte, c'est le désir. Lorsque le professeur a vraiment quelque chose à dire, quelque chose qui porte des convictions, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Et aujourd'hui, l'enseignant ne transmet plus des savoirs, parce qu'on peut les acquérir autrement. Qu'est-ce qu'il transmet? C'est lui, en quelque sorte. Et la façon de faire les choses, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de l'exemple aussi, de ce que je porte. Simplement après, l'étudiant va s'en accommoder, va peut-être effectivement le transformer
tourner autre chose. Loïc Roche, Stéphane nous parle donc de son école Subdeco Dakar qui l'a peut-être pas assez bien formée, pas assez préparée. Aujourd'hui, les grandes écoles françaises font face à la concurrence d'autres écoles à l'international, d'écoles de business aux États-Unis bien sûr, mais aussi en Chine, en Inde. C'est une des réalités, un des défis aussi pour les grandes écoles françaises. Très clairement, les défis sont connus. Il y a le défi du financement, il y a le défi de l'immobilier, que ce soit en France, que ce soit international par rapport au campus qu'on peut développer. C'est naturellement le défi de la digitalisation, c'est le défi de l'internationalisation. Et puis c'est le défi, et j'y reviens et je souscris à ce que vous dites, c'est-à-dire effectivement au contenu, à la façon de se remettre en cause. Finalement, il fait quoi un manager, il fait quoi un dirigeant toute sa vie durant? Il prend essentiellement des décisions. Et si on veut que les décisions soient un petit peu éclairées, si on veut qu'ils soient un petit peu moins bêtes, puisqu'il doit décider tout seul à un moment donné, eh bien effectivement c'est plutôt intéressant s'il y a des références culturelles sur lesquelles il puisse prendre appui par rapport à ces mêmes décisions. Et donc ce qu'il faudrait qu'on réussisse à faire, c'est à participer à cette musculature intellectuelle en quelque sorte, culturelle. Mais la culture, c'est pas là aussi seulement des savoirs. La véritable définition pour moi, c'est la capacité à ressentir des émotions. Et on voit effectivement tout le chemin qu'il y a entre la grande école telle qu'on la connaît, quelque chose, on va dire, d'assez instrumentaliste, en quelque sorte, avec, lorsqu'on parle d'éthique, lorsqu'on parle d'émotion, lorsqu'on parle de désir. Et je crois que les deux peuvent parfaitement s'adjointer, et c'est de ça dont on a besoin très certainement demain. Un des avantages des grandes écoles, c'est aussi le réseau qu'il peut offrir à ses étudiants. Et puis évidemment, 9 recruteurs sur 10 en France ont une bonne opinion des grandes écoles, trouvent les étudiants qui en sortent à l'aise à l'oral, motivés, investis. Bref, en général, on n'a pas de souci à se faire pour trouver un emploi quand on sort d'une grande école. Oui, mais alors là, il faudrait distinguer aussi c'est vrai qu'on n'a pas de souci à se faire et c'est plutôt tant mieux parce que c'est la promesse qui est faite. Si tu viens chez nous, effectivement, tu vas trouver à peu près le boulot normalement de tes rêves, dans la boîte de tes rêves et dans un temps pas trop long et puis le salaire sera plutôt pas mal. Donc ça tient un petit peu la route. Mais encore une fois, il y a des choses qui sont sans doute plus importantes qui se jouent derrière. Et c'est là-dessus qu'il faut véritablement travailler. Encore une fois, contribuer à améliorer le bien-être des hommes et des femmes, c'est contribuer aussi à faire en sorte que demain, les personnes que nous formons dans les entreprises, on va dire, seront peut-être, on va dire, si ce n'est plus respectueuses, parce qu'elles le sont pour la plupart quand même, mais plus dans l'attention de l'autre. C'est-à-dire que le véritable enjeu, c'est Camus qui l'avait défini pour les générations à venir, tout mettre en œuvre pour que le monde ne se défasse pas, c'est bien ça sur lequel il faut travailler, et non pas dans un machin complètement et simplement, même si c'est le principe de réalité, élitiste avec les seuls classements. Tom Conan, vous y croyez à une réinvention possible des grandes écoles ? Oui, je sais pas trop. Il y avait un article récemment dans Le Monde que j'ai trouvé extrêmement amusant sur un journaliste de Slate qui a écrit un bouquin sur Génération Z ou quelque chose comme ça. Et je me suis un peu reconnu dans les propos. Il y avait en tout cas l'article était titré aujourd'hui un hipster qui devient pâtissier est considéré comme plus cool, avec tous les guillemets qu'on doit mettre autour de ça, qu'un cadre sub de la défense. Alors bon, c'est d'un mépris incroyable pour les cadres sub de la défense, donc j'ai rien contre ça, mais j'ai trouvé quand même cette phrase très juste tout de même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un phénomène que je trouve extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de reportages parfois là-dessus où on prend entre guillemets, la crème de la crème, des gens qui ont fait X, des très bonnes écoles, etc., en France ou à l'étranger, et qui du jour au lendemain, parfois très peu de temps après avoir été diplômé, avoir commencé un boulot, se disent en fait, je sors complètement, non pas seulement de mon métier, mais carrément du milieu de l'entreprise au sens traditionnel du terme, de leur secteur a fortiori, et qui passent un CAP boulangerie, etc. Quitte à avoir un salaire divisé par 4. Alors évidemment, c'est des décisions radicales, elles sont mineures, elles sont minoritaires. Je suis pas en train de dire que tout le monde va faire ça demain, parce que ce serait quand même trop compliqué d'un point de vue économique pour tout le monde, pour survivre. Néanmoins, c'est un vrai, il y a un vrai shift là, il y a un vrai basculement, et il me semble que les générations qui arrivent, en fait, se radicalisent de ce point de vue-là, à tort ou à raison, mais en tout cas, elles se radicalisent. Et de plus en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, les modèles, qu'on le veuille ou non, ça va être, je sais pas, le youtubeur, le styliste, celui qui a un compte Instagram avec 300 000 abonnés où il va pouvoir monétiser ça, montrer des créations, que ce soit, je sais pas, des vêtements, des bijoux, des manières de communiquer, ce que vous voulez. Et tout ça, je pense, modifie énormément la place, pas seulement des écoles de commerce, mais de l'école en général, puisque finalement, aujourd'hui, un gars de 15 ans peut avoir une chaîne YouTube avec 200 000 abonnés, faire des contenus très intéressants, faire toute la post-production, la production, etc., partager
des savoirs, des contenus, etc. Et il a même pas besoin à la rigueur même du bac, hein, vous voyez. Enfin, je veux dire, il est bien en amont parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des savoirs qui sont diffusés facilement à travers Wikipédia, des tutoriels, etc. Aujourd'hui, on peut apprendre à peu près sur tout en étant chez soi. Et donc ça, je pense que ça va de plus en plus, non pas supprimer, mais en tout cas peut-être diminuer le rôle de l'école et notamment de la grande école. Et de la grande école, Oui, mais en même temps, il faut faire attention, à mon avis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas basculer d'un modèle dominant imbécile à un modèle dominant qui, du coup, parce qu'il serait dominant, deviendrait imbécile. C'est très bien, effectivement, d'ériger de nouveaux modèles. En revanche, il ne faut pas s'y tromper. Ça ne concerne qu'une minorité. Le Gus de 15 ans qui est doué pour aller sur les réseaux sociaux, puis à un moment donné monétiser, puis gagner de l'argent par rapport à ça, comme dirait Freud, ça reste du domaine de l'illusion, parce que c'est 1 sur 100 000, 1 sur 1 million. C'est vrai. Néanmoins, celui qui a fait, juste pas vous couper, mais celui qui a fait des études importantes, et notamment des très grandes écoles, parce que ce terme un peu exagéré, consistant à dire qu'il y a des très grandes écoles à côté des grandes écoles, qui font ce genre de changements, qui font passer un CAP, etc. Donc eux qui ont plutôt 23 ans, etc. Ça, c'est de plus en plus courant. Moi, j'en ai beaucoup autour de moi. C'est de plus en plus courant. Mais que les grandes écoles doivent se réinventer. C'est un modèle économique pertinent, mais ça concerne quand même une caste. Oui, c'est vrai. Ça vous avez reste raison. une caste. C'est vrai. Et le débat continue. Merci à vous, Tom Conan, Loïc Roche. Merci aussi à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Hugo Violas, Camille Néran, Cécile Lavolo. Et merci à vous, bien sûr, les voisins, les voisines, pour votre écoute fidèle, vos commentaires, vos appels. Lundi, 7 milliards de voisins, vous retrouverez Emmanuel Bastide derrière le micro.